Serge, je t'invite déjà peut-être à nous expliquer qui tu es et qui est surtout le magazine Europastar, hein, qui est maintenant mythique, puisque, comme je l'ai dit, toi aussi, tu fêtes un anniversaire, je crois pas, non? Oui, oui, alors on a le Voilà. plaisir de fêter les 95 ans cette année de la société, parce que je vais vous raconter un petit peu, mais Europastar en tant que magazine existe depuis les années 50, mais la société telle qu'elle a été fondée par mon arrière-grand-père existe depuis 1927. Donc effectivement, c'est les 95 ans, et évidemment le gros anniversaire, ce sera les 100 ans dans 5 ans. Génial, félicitations. Alors peut-être, dis-nous alors, raconte-nous un peu l'histoire d'Europa Star et comment est né ce magazine et comment t'en es arrivé là finalement, parce que c'est une longue histoire. Ouais, je suis très heureux de partager cette histoire avec la communauté horlogère, et bravo d'ailleurs pour votre travail chez JobWatch, parce que c'est vraiment toute cette communauté, ces emplois qui font vivre cette industrie. On a beaucoup, on voit les façades, mais derrière, c'est vraiment toute cette communauté en ébullition qui amène cette créativité vraiment, bravo à toutes et tous. Et voilà. Et puis mon arrière-grand-père, finalement, il faisait partie de cette communauté puisque lui-même était horloger dans les années 20. Il venait de Soleure. Il s'appelait Hugo Buxer et il avait fondé sa marque, sa marque de montre. Il faut se rappeler, à l'époque, il y avait beaucoup plus de marques qu'aujourd'hui, en fait, hein, des centaines de marques. Il y avait des petits ateliers, des comptoirs. C'était tout un maillage extrêmement important. D'ailleurs, il y avait peut-être, enfin, le pic, il y a eu un pic de l'emploi, alors un peu plus tard, mais aujourd'hui, il y a moins d'employés de l'industrie horlogère qu'à l'époque. Donc, peut-être qu'on y reviendra un jour, et espérons-le pour Joe Watch et pour tout le monde. Donc, il avait fondé sa marque qui s'appelait Transmarine. Voilà, Transmarine, ça évoque aussi d'ailleurs le voyage avec cette idée de la montre suisse qui fait rêver, qui dominait déjà la scène internationale, l'horlogerie suisse. Et lui, c'est pour sa marque Transmarine qu'il a beaucoup voyagé en fait. Il est allé dans les années 20, et d'ailleurs, je sais pas si je peux partager mon écran, mais j'ai des Tu peux, images. tu peux. J'ai des images d'archives assez intéressantes de cette époque. Voilà, si je partage mon écran, hop, que je reviens. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà, ben là, par exemple, c'est lui dans les années 20 en Inde, chez un dealer, donc chez un détaillant horloger en Inde. On a fait, pour les 90 ans, on avait fait comment dire, un petit livret récapitulatif de toute cette histoire. On le voit ici aussi en Inde. Il y a une autre image où il est là on le voit devant les pyramides en Égypte dans les années 20. Donc, il y a vraiment déjà cette mondialisation de l'horlogerie qui était en marche, et c'est en voyageant pour sa montre, qui s'est rendu compte d'une chose. Alors aujourd'hui, il y a Internet, il y a la connexion, il n'y a pas de souci, on peut se parler d'un coin du monde à un autre. Mais évidemment, à l'époque, ben, on voyageait en paquebot. Là, on voit un paquebot qu'il a pris à l'époque. Ouais. Et puis, les communications étaient compliquées. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est par l'expérience de terrain qui s'est dit, je vais faire une revue, une maison d'édition qui va relier les horlogers suisses à leurs détaillants dans le monde entier. Et c'est ce qui finalement était la vocation depuis le début d'Europastar. Alors à l'époque, ça s'appelait le Bureau d'information industrielle de Hugo Buxer. Et il a commencé à faire des guides, des revues dans le monde entier. Là, vous en avez un petit aperçu à l'écran dans des langues, en fait, dans les langues locales. Vous voyez, par exemple, au milieu, vous avez Elegancia y Precisao, qui était la revue au Brésil, Estrella del Sur, à côté, qui était la revue en Argentine, Bellora en haut à gauche au Portugal. Vous avez la revue pour le Eastern Worlds avec l'éléphant en haut, on le reconnaît, Ouais, Or ouais. Africa, même en arabe. Donc, il y avait vraiment cette idée de connecter les horlogers avec les détaillants. À l'époque, finalement, le dialogue se faisait entre les marques et leurs détaillants. Le client final était, en guillemets, la propriété du détaillant. Et c'est pour ça il y avait la foire de Bâle, il y avait tous ces événements où l'important, c'était de vendre ses stocks de montres à ses détaillants. Aujourd'hui, ça a bien changé. Mais c'était une revue, finalement, c'est toujours des revues qui accompagnaient ce mouvement, cette mondialisation de l'horlogerie. Mhm. Et Europastar en tant que tel est arrivé en 1959 parce que c'était la revue
pour les communautés européennes, puisqu'il y a eu le traité de Rome en 1957, les communautés européennes ont été fondées. Évidemment, quand on abaisse des frontières, l'horlogerie se porte mieux, puisqu'on a une industrie d'exportation. Et donc, c'était une revue qui a été dédiée vraiment aux nouveaux marchés européens qui se profilaient, aux communautés européennes. Et donc, d'où le nom Europastar. Et progressivement, vu que c'était la revue la plus importante, tout a été rebrandé Europastar. Sinon, c'était compliqué d'avoir des revues dans toutes les langues. Et alors moi, il y a peut-être deux focus qui seraient intéressants de voir. La première, c'est comment vous avez vécu justement, parce que justement, bon, il y avait une horlogerie très florissante jusque dans les années 70 avec cette fameuse crise du quartz. Donc peut-être comment vous avez vécu cette première crise au sein d'Europastar. Et puis peut-être aussi, toujours en parlant peut-être moins de crise, mais plus de tournant. On va parler de tournant numérique. Comment vous avez abordé ce tournant numérique plus récent? Effectivement, en fait, ce qu'on appelle la crise du quartz, c'était la crise suisse. Parce que pour les autres horlogeries, c'était un essor incroyable. Si on regarde l'horlogerie japonaise, voilà, il y a l'horlogerie. Alors, ça commence aussi peut-être des délocalisations après en Chine. Mais donc, en fait, et les horlogers suisses se sont rapidement mis au quartz. Serge, si tu arrives à départager ton écran. Ah, excuse-moi. À moins que tu. Non, j'arrête. Donc, les horlogers suisses aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, se sont assez vite adaptés au quartz. Après, évidemment, ça n'a pas aussi bien marché que, même si on va parler de la Swatch après, sans doute, il y a eu du succès qui est venu, mais un peu plus tard. Donc, il y a eu une période de difficulté, effectivement. Mais nous, en fait, on a accueilli des annonceurs qui voulaient justement promouvoir le quartz et la technologie. Donc, si on regarde dans nos archives dans les années 70, on voit très rapidement, en fait, le quartz arriver. Donc, pour nous, des annonceurs aussi intéressants, que ce soit suisse ou étranger d'ailleurs. Et d'ailleurs, au début, quand on a accueilli, alors même avant le quartz, des horlogers étrangers dans les colonnes du magazine, alors ça n'a pas été très bien vu. Ah bah oui, j'imagine. Aujourd'hui, ça fait, voilà, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de, voilà, on était encore dans une horlogerie vraiment nationale. Oui. Et ensuite, donc finalement, cette crise du quartz, voilà, il y a eu cette adaptation qui s'est faite. En tout cas, en ce qui nous concerne, alors on peut dire c'était évidemment l'âge d'or du print encore à l'époque. Donc c'était aussi une période favorable pour les revues. Donc je dirais que cette crise a pas été une crise pour nous. Comme l'a été effectivement alors pour tous les médias, je dirais la transition numérique a été beaucoup plus importante. Là, effectivement, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que alors on a été assez tôt sur le web. Dès 1995, en fait, on avait des sites internet. On a toujours des sites internet en 5 langues aujourd'hui. Je dirais là c'était autant la crise du quartz, alors ça a été une crise structurelle pour l'horlogerie, autant le numérique ça a été une crise structurelle pour les médias. Donc il a fallu se réinventer et je pense qu'on arrive à une certaine maturité aujourd'hui dans ce que le print peut faire et le numérique peut faire. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est la numérisation de nos archives et comment le digital peut revaloriser le print. Pendant des années, on avait ces archives, ces reliures dans nos bureaux à Genève, mais on les utilisait pas vraiment. Le fait de les numériser, ça en fait un outil de travail. Parce qu'il y a un moteur de recherche qui permet de naviguer facilement au sein des archives. Donc, je crois que comme pour toutes les sociétés, médiatiques ou pas, au début, le numérique, c'était vu comme comment dire, un choc radical, même si ça a été évolutif, on parle de 20-25 ans. Il a fallu s'adapter, mais au bout d'un moment, on en voit aussi les côtés à la fois positifs et négatifs. C'est ça la maturité. Je pense que c'est comme quand Instagram est arrivé, on a vu, tout le monde s'est sauté dedans en disant voilà, c'est génial. Et puis après, maintenant, on en voit aussi les côtés négatifs. Et je pense que aujourd'hui, tout le monde parle de NFT. C'est très bien, tout le monde saute dedans. Et puis, dans quelques années, on en verra le côté peut-être plus négatif. Et finalement, c'est normal. Chaque technologie a ses côtés
positifs et négatifs. Mais je dirais aujourd'hui, le print a changé qui reste notre core business, a changé de statut et finalement correspond assez bien à l'horlogerie parce qu'on est sur un objet physique, on est sur quelque chose pour prendre son temps, on est sur une expérience, contrairement finalement, on consomme tous du digital à longueur de journée. Donc, ça a changé de statut et je dirais que c'est un véhicule assez bon pour ce que l'horlogerie veut transmettre comme émotion. Voilà. Je rebondis justement sur une bonne question d'Alexis de Prévoisin dans la barre de chat qui dit: est-ce que les marques regardent vos archives numériques? Oui, alors tout à fait. On a les marques qui sont. En fait, ces archives, elles s'adressent à la fois aux marques, aux professionnels et aux collectionneurs aussi, parce qu'on voit que les collectionneurs, ils ont envie d'avoir accès aux sources d'époque. Mais oui, les marques les utilisent. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 50 ans de la Royal Oak, tout le monde le sait. Et on a eu la chance, en fait, à l'époque, à côté du temps de mon grand-père, à côté des journaux, on avait aussi une agence de publicité. Et donc, c'est notre agence familiale qui avait aidé à faire la campagne de pub pour lancer la Royal Oak. Et on a eu des beaux échanges aussi au niveau des archives. Ils utilisent certaines archives pour ce jubilé et on en est très fiers finalement. C'est aussi tout ça qui est remis en valeur. Tu pourras nous mettre le lien peut-être de ce moteur de recherche Bien sûr, comme ça, on pourra... avec plaisir. Et, je peux même vous montrer en direct. Alors volontiers, vas-y. Ça, ouais, c'est intéressant, je trouve. Très intéressant. Et puis, justement, on parle de digital. On a eu cette période un peu covidienne où justement, on a beaucoup développé ce digital. Du coup, pendant ce digital, on a pu voir que les contacts, j'ai envie de dire, de visu, nous ont quand même terriblement manqué. Et puis, il y a eu vraiment un vrai besoin de revoir les gens. On va voir peut-être le... Ah ouais, d'accord, super. Ah ben, génial. Là, c'est effectivement, c'est aussi pour pallier au manque de contact qu'on a lancé ça. Ouais. Finalement, tu as toutes nos éditions. Alors là, c'est le début, hein, mais si tu tapes, je sais pas, le nom, on va taper la Royal Oak, par exemple. Vas-y. Hop, et puis tu vas retrouver, voilà, tu as... alors ça va venir, voilà. Tu as 408 pages. Ah oui. Du plus récent au plus ancien. Tu peux affiner bien sûr par date. Après, alors Royal Palaces. Voilà, là par exemple 1972. Ça c'est, je m'en souviens bien d'ailleurs. J'étais pas né, mais c'était la première mention 1972 de la Royal Oak dans nos magazines. Ah ouais, donc ça en un clic, alors que tu imagines évidemment quand tu as les reliures physiques, eh bien, ça prend du temps à retrouver, surtout en plusieurs langues. Et là, en fait, tu peux cliquer dessus et ensuite tu arrives directement dans l'édition d'époque. Ouais. Et ça qui est intéressant aussi, je dirais, c'est que tu as le contexte. C'est pas des archives isolées. Ah oui, c'est bien. Tu peux naviguer dans le. C'est excellent de voir toutes ces marques. Ouais, génial. Et à retrouver, voilà, alors beaucoup de marques qui n'existent plus forcément, hein. Mais c'est une mémoire de l'industrie. Et puis c'est surtout une base enfin, il y a plein d'idées, quoi. Franchement, c'est génial. Super. Voilà. On ira voir on ira voir après. Oui, et ça, tout est accessible. Alors, c'est sur abonnement et ok, wow. On utilise les revenus aussi, la Primero. Hein, oui, c'est ce que je vois. À l'époque. Et il y a un côté assez émouvant aussi de trouver. Finalement, on a eu la chance d'assister à ces naissances de ces icônes en direct. Et ça, je pense que c'est une valeur, vu qu'on a une société familiale, qui est toujours plus reconnue. Je pense que le travail continu, de faire un travail continu de documentation de l'industrie horlogère. Alors, aujourd'hui, c'est des montres qui sont réédités, évidemment, mais d'avoir vu l'original à l'époque, c'est assez émouvant. Et tu posais la question sur les marques, c'est une source d'inspiration inépuisable pour les designers. Ah oui, quand on voit celle de Rado, là, c'est un sacré modèle, en tout cas. Voilà, donc on va en parler sans doute, mais l'horlogerie faisant aujourd'hui un grand travail de réédition, eh ben là, tu as vraiment de quoi faire. Hein. Ouais, génial. On ira voir. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, peut-être des partages comme ça,
Je- Et puis, du coup, alors oui, donc vraiment, on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des salons. C'est quand même un vrai besoin de la part des marques et puis aussi des gens, des vendeurs. Il y a eu voilà, beaucoup de rebondissements avec Bâle jusqu'à la fin, quand même, on peut le dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout se fait à Genève. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu quels sont les acteurs de cette phase de salon horloger? Peut-être fais-nous brièvement un petit paysage, un petit paysage Oui, de oui, ce qui se tout à passe. fait. Non, alors si on compte toutes les marques, il y aura plus d'une centaine de marques qui seront présentes cette semaine et la suivante à Genève, puisque finalement l'événement principal, évidemment, c'est Watches and Wonders. On peut dire que Genève a gagné la bataille des salons contre Bâle, puisque pendant 30 ans, il y a eu, dès que, en fait, le SIHH a été créé au début des années 90, autour du groupe Richemont, il y avait Audemars Piguet, Gérard Pergaut à l'époque, Ouais. il y a eu une constante bataille entre Genève et Bâle pour la suprématie du grand salon annuel. Donc Mm. Genève a gagné, donc on aura non seulement Richemont, mais Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chopard, Chanel, le carré des indépendants avec beaucoup de marques indépendantes, artisanales aussi à Watches and Wonders. Donc ça, c'est l'événement principal, c'est l'aimant qui attire tout le monde, hein, avec les têtes d'affiche. Et puis, puisque c'est tout un écosystème autour du salon principal, il y a évidemment aussi des salons qui se sont, comment dire, implantés en circonférence. Il y a notamment Time to Watches qui accueille près de 40 marques, des marques allemandes, françaises, donc pas uniquement suisses, hein. Mhm. Il y a la HCI qui expose aussi. Il y a aussi Ouais. un espace à Barton qui a des marques indépendantes. Il y a un autre salon indépendant. Il y a des marques qui exposent. Par exemple, Bulgari expose de son côté. Et puis, Mhm. il y a des salons joailliers. Il y a aussi 2 salons joailliers, Haute Jewels et Jewelry Geneva. Donc, finalement, on recrée le cadre qu'il y avait auparavant entre Genève et Bâle, mais uniquement à Genève. D'ailleurs, les stands sont les mêmes. Ah oui, d'accord. Ils n'ont pas changé le. Alors, certains changeront, mais Ok. Celui de Patek, celui de Rolex, ça beaucoup sera de toujours le même. stands, en fait, ça va être physiquement. Vraiment. Ah, On va se croire à Bâle. ah, c'est génial. Ok, je ne Parce qu'on va savais pas arriver, ça. on aura les mêmes stands. Ok. Et puis, à côté, on aura le ex-SIHH. Donc, Ça va être un mix en fait. voilà, on aura des drôles de sensations au début, je pense. Ouais, c'est drôle. C'est drôle de se retrouver à Bâle, à Bâle, à Genève. Il y a une petite transposition. C'est ça. Alors, je sais que toi, en tant que journaliste star, enfin Europastar, Voilà, Europa Star, tu- pas Star, mais Europa. je sais que tu as t'as des nouveautés que tu n'as pas le droit de dire encore, malheureusement. Ouais. Mais cependant, tu peux déjà nous parler de quelques nouveautés. Et en l'occurrence, on a vu deux, trois lancements assez gros qui ont été faits. Je pense notamment à la dernière montre de Swatch et d'Omega. Est-ce que tu arrives à nous en parler, peut-être aussi à partager ton écran, du coup? Oui, alors effectivement, je vois dans les commentaires que beaucoup de gens parlent de la Ouais, montre voilà, c'est Swatch. ça. C'est sûr Je sens que que cette biocéramique nous fait tous chavirer. Et ça fait plaisir parce que c'est quand même une initiative assez incroyable, assez osée, ça faut le dire, entre une marque de luxe, disons, et puis une marque plus de volume, de Mhm. faire. Et ça, je trouve que pendant des années, on a un peu déserté l'entrée de gamme en horlogerie. L'horlogerie continue à se polariser toujours davantage sur le haut de gamme, sur le luxe. Et je trouve que c'est important de voir que avec toutes ces files qu'on a vues dans le monde entier, à Singapour, à Hong Kong, à Genève aussi d'ailleurs, de voir que la montre accessible peut attirer les foules et qu'on Ouais. n'a pas, on n'est pas obligé d'être dans la niche du luxe, du haut de gamme, et qu'en fait, mais en misant sur l'aspect le plus horloger possible. Je Ouais. pense que ce qui a marché, c'est évidemment de retrouver la Speedmaster, ce qui en fait un collecteur immédiat, donc dans la Swatch. Donc il faut quand même avoir une certaine culture horlogère, il faut savoir ce que c'est la Speedmaster, voilà, connaître aussi l'histoire. Donc je crois que ce qu'on a vu pendant la pandémie, Mhm. c'est qu'il y a vraiment la culture horlogère est exceptionnellement saine. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à l'horlogerie, quel Mhm. que soit le niveau de prix.
Et une marque comme Swatch, aujourd'hui, qui fête ses 40 ans, eh ben, elle a un patrimoine horloger aussi. Donc, je pense que il faut accepter aussi peut-être que Swatch ne fait plus les mêmes volumes qu'avant, mais qu'en revanche, elle a une vraie carte à jouer au niveau de son côté le plus horloger. Ouais, ouais. C'est peut-être moins du côté fashion, mais du côté le plus horloger possible. Et donc, je crois que la Speedmaster, ça montre ça. Ça montre que l'horlogerie suisse peut réussir à tous les niveaux de prix et peut encore être désirable à moins de 300 francs. Et Tissot l'a très bien montré avec sa PRX aussi, Ouais. qui est aussi d'une certaine manière, qui s'inscrit dans cette tendance du sport chic en acier qui domine tout, mais qui est une proposition hyper accessible en quartz et mécanique et qui aussi génère de l'envie. Est-ce que tu Et arrives à descendre un peu l'écran comme ça on bien voit sûr, les autres pièces? Non, pas de souci. c'est voilà. Alors on voit Voilà. là. Ah oui, donc ouais, ouais. Alors il y a évidemment certains modèles qui sont voilà Ouais, avec le c'est cadran génial. jaune Ouais, qui sont quand même excellent. assez distincts de la Speedmaster Ouais, c'est Watch, excellent ça. mais Ouais. d'autres selon les codes couleurs on retrouve davantage. Donc c'est une montre qu'on retrouve aujourd'hui. Alors la spéculation est très forte. C'est fou, hein. On la retrouve aujourd'hui à jusqu'à 8000 francs, j'ai vu sur eBay, Non, alors qu'elle vaut 250 francs mais non. et qu'elle est même pas en série limitée. Incroyable. C'est incroyable. Donc, évidemment, il y a l'effet spéculatif. Parce Mais que, parce que c'est super nouveau d'avoir en fait et puis d'avoir une co-brand en fait, c'est-à-dire que pour être très transparent avec toi, moi j'avais vu très rapidement sur l'écran, mais j'étais assez persuadé que c'était Omega en fait qui lançait ça et pas forcément Swatch. oui, Je dois dire que c'est assez perturbant quand même. Parce qu'en plus, au niveau du look, je l'avais vu passer très vite. Mais c'est vrai que c'est perturbant parce que c'est vrai qu'elle a le look bien sûr. Ouais, C'est quoi. vraiment une collaboration. Ouais, C'est vraiment une c'est très collaboration, et intéressant. puisque les deux marques font partie du même groupe, Ouais. et c'est osé. C'est clair qu'il n'y a pas tout le monde qui oserait, mais de faire autant. Ce qui est marrant dans nos archives, justement, pour revenir à Mhm. ça, c'est que Mhm. dans les années 80, d'une certaine manière, le succès de Swatch a profité à Omega. Mhm. On a des rapports annuels de Swatch, du groupe, alors qui s'appelait pas encore Swatch, le groupe à l'époque, mais où on voit voilà le succès éclatant de Swatch et puis Omega qui a un peu plus de peine à l'époque, on est dans les années 80, et l'un bénéficie à l'autre. Aujourd'hui, on peut presque dire que c'est l'inverse et que Omega, le succès de la Speedmaster, ça permettre de tirer Swatch que Swatch retire son épingle du jeu. Et pour la première fois depuis plusieurs décennies, il y a des files d'attente pour Swatch comme il y en avait dans les années 80. Ah, génial. En même Euh, temps, je pense que c'était hyper important que Swatch se remette en question aussi un peu dans sa forme, parce que c'était quand même la même depuis. Enfin, bon, je sais qu'il y a eu des petites variantes, mais c'est vrai que c'était toujours la même depuis un certain temps quand même. Et là, c'est vrai qu'elle a vraiment un look horlogère, enfin, un super look, quoi. Et donc, ça, c'est 300 francs Exactement. alors. Même moins de 300 francs, c'est 250 francs. Ah ouais, génial. Ouais. Et on en achetait deux par personne Ouais. en boutique. Ah ouais, oui, d'accord. Mais évidemment, il y a, les stocks ne suivent pas forcément en Ah direct, hein. oui, Il y a eu des files évidemment. d'attente. Je crois que dans certaines villes, ils ont même dû faire appel à la police. Donc, Ah ouais. Oh, bah ouais, il y avait des centaines de personnes. Donc, incroyable. et dans le monde entier, c'était vraiment. Et ça montre qu'il y a un potentiel quand même qui Mhm. reste important pour l'entrée de gamme, qu'il ne faut pas Mhm. négliger. C'est vrai. Une autre initiative, juste que je Ouais. voulais Vas-y, citer, vas-y. c'est celle de MBNF, qui Ouais. a fait un exercice un peu similaire, Ouais. mais seul, Ouais. avec Maximilian Busser and Friends, Ouais. avec la Mad One Red, qui est aussi une montre, alors qui a été lancée l'an passé, Ouais. qui est, dont le prix est de 2900 francs. Waouh. Donc évidemment, quand on pense à Max Busser, à MBNF, on est Pas plus bien dans des trouvé. prix de l'ordre des 100 000 Ouais, francs, c'est vrai. voire plus. Donc c'est aussi, alors c'est pas une MBNF, c'est une MAD, Ouais, c'est fou, hein. MAD One, et il la relance cette année parce qu'à la base c'était une initiative pour les Friends Ouais, et les collectionneurs de la marque, mais le succès étant tel qu'ils ont fait comment dire, une raffle, une loterie mhm. pour avoir le droit, en guillemets, d'acheter la C'est montre. dingue. C'est dingue. Donc ça a été lancé la semaine passée.
Ouais. C'est aussi intéressant parce que c'est avec un Miyota, Mm. c'est un mouvement japonais, Mhm. mais la désirabilité du design MBNF est là. Et alors, j'ai des petits commentaires que je vais parce que c'est assez sympa de Philippe, Philippe qui dit en fait, il n'y avait pas il n'y avait qu'une par personne disponible. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis il dit, toujours ce même Philippe qui dit à Genève, la police est venue pour calmer le jeu et a menacé de fermer la boutique si les gens ne se calmaient pas. Ouais, Donc, on a une hystérie de Swatch qui est dingue, quoi. Et puis, Alexis qui dit une bonne phrase, comme dit Biver, c'est plus une collaboration, c'est une fusion de marques. Donc, c'est vrai qu'on est toujours ouais, dans son mode des fusions. oui, Et puis, ce que je trouve, moi, ça me fait penser toutes ces collaborations à un peu H&M avec sa collaboration avec Karl Lagerfeld, en fait, et puis avec Balenciaga, etc., oui. avec toutes ces marques, en fait. L'horlogerie commence à comprendre qu'il faut aussi parler à tout le monde, quoi. On voit surtout que c'est créer du désir en fait. Hein. MBNF crée du désir, Omega crée du désir en fait. Profiter à Swatch. Et un autre exemple, c'est Philippe Dufour. Alors, si on est dans une tout autre domaine où il a créé 20 modèles exclusifs, aussi mis en loterie. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir le droit, il y a un tel désir ou parfois une telle spéculation, bien sûr, autour de certains modèles que soit il faut aller sur le marché secondaire, puis il faut payer un gros premium pour accéder à la montre, soit ça passe maintenant par des loteries, voilà, soit ça passe aussi par des prix extrêmement élevés. Donc, il y a cette question de créer du désir, mais de pas non plus créer trop de frustration où au final, personne a l'impression que la marque est plus du tout accessible. C'est ça. Donc, après, je dirais, si on se repasse dans les années 80, quand on se posait la question de l'avenir de la montre mécanique, là, on voit que l'avenir, il est assuré. Et même observation par rapport à la smartwatch, quand on voit qu'une montre Moon Swatch de Swatch peut susciter un tel désir, parce que quelle autre boutique crée des files d'attente telles? Apple. Je pense que c'est Apple qui, voilà, on voit les gens quand il y a un nouvel iPhone ou un nouvel, voilà, qui dorment sur place, qui attendent des heures et des heures. Voilà, d'arriver à recréer ces désirabilités à tous les niveaux de prix. Je pense que ça, c'est exceptionnel. Et je rebondis aussi d'ailleurs sur la nouvelle montre aussi de Bulgari. Oui. Qui a un look absolument, enfin moi que je trouvais génial, et puis avec ce code que je trouve super. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Alors effectivement, j'ai eu la chance de la découvrir la semaine passée, et c'est un exploit. Alors Bulgari a un parcours intéressant en horlogerie puisque à la base c'est des outsiders, ils sont connus pour leur bijouterie, leur joaillerie, et c'est souvent des outsiders que vient l'innovation la plus folle. Et je pense que c'est aussi ce qu'on va voir certainement sur les salons. Les valeurs sûres restent évidemment dans la continuité, parce que c'est aussi la continuité qui fait leur succès. Mais les challengers, que ce soit Swatch, d'ailleurs, aujourd'hui, ou Bulgari, sont celles qui innovent le plus. Donc, c'est 1,8 mm d'épaisseur. Donc, c'est une nouvelle limite, comme on dit, franchie par Bulgari. Il a fallu complètement repenser le mouvement pour avoir. Alors, c'est une feuille de papier, hein, c'est une pièce de 20 centimes d'euros. Et c'était un défi technique, mais qui est aussi le fruit de 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans d'innovation autour de l'Octo Finissimo. Ils se sont dit, on va se donner un cap qui est un angle. Généralement, chaque horloger a un peu un angle. Hein. C'est comme un journaliste avec ses articles. Leur angle, c'était d'arriver à jouer sur la finesse. Donc, ils ont fait passer tous des types de montres imaginables, manuelles, automatiques, calendrier perpétuel, répétition minute, sous le crible de la finesse. Wow. Et donc, ça arrive à ça. Ce qui est assez fort, parce qu'il y avait des acteurs aussi, comme on pense à Piaget, qui étaient quand même très légitimes sur
sur la montre fine, Ouais, c'est vrai, avec l'altiplano. Donc d'arriver finalement à bousculer le statu quo, c'est un peu ce qu'ils ont réussi à faire, c'est sûr. avec aussi cette touche de design, parce que je pense que ce qui explique son succès aussi, c'est à l'heure où tout le monde est dans le néo-vintage, Ouais. d'avoir vraiment un nouveau style, un nouveau look slim chic. Oui. Euh, c'est aussi ça Un peu qui. NFT aussi. Enfin, je sais pas, mais Voilà, en fait, ouais. ce code, tu vas peut-être. Alors, moi, ça m'intrigue beaucoup. Et c'est un lien avec les NFT ou pas du Oui, tout? alors Ouais, tu as à la fois finalement la fiche d'identité de la montre en ligne, le c'est génial. Ouais. propriété, Ouais. mais tu as aussi côté NFT, c'est en fait quand tu ouvres, quand tu achètes la montre, tu as une œuvre d'art personnelle qui est en fait un petit film Ok. sur la montre. Ah, excellent. Mais alors les NFT, c'est effectivement tout un nouveau champ Oui, alors d'exploration. là, ouais, ça, c'est sûr. On peut en parler pendant des heures, mais Ouais, qui va aussi on en permettre aux reparlera. marques de dialoguer avec les clients directement, voilà, de leur envoyer des messages personnalisés. Donc, voilà, on est encore au tout début, je dirais, NFT aujourd'hui, c'est Instagram il y a 10 ans, on en est au tout début. Et alors, il y avait une autre pièce que je trouvais intéressante qui a été lancée de Spic Marin, que je trouvais Ouais, assez sympa dans le look. Parce qu'eux aussi se lancent un peu dans une nouvelle pièce, parce que c'est vrai qu'ils avaient finalement leur pièce iconique qui était la ronde un peu ouais, assez brute ouais. dans la découpe. Et Qualité, puis là, finalement, il part qualité. sur une forme assez vintage, un peu plus qui rappelle d'autres pièces, mais qui a un look voilà, assez reconnaissable aujourd'hui. Oui, alors justement, c'est Benjamin Tesser qui a fait un article pour nous sur ce modèle qui vient de sortir qui s'appelle Ripples. Mhm. Ça montre finalement que toutes les marques aujourd'hui s'essayent à l'exercice du sport chic, bracelet intégré, et chacune l'interprète de manière différente. Et ça va, je dirais, depuis la PRX que j'ai mentionné de Tissot, qui est certainement la Mhm. première proposition dans ce prix-là, jusqu'à la Sport Auto de Laurent Ferrier, Mhm. qui est vraiment voilà sublime sur les finitions, etc. Donc c'est alors selon l'article, Oui. voilà, on évalue à 42,4% la part Mhm. en volume des montres suisses en acier exportées dans le segment de prix au-delà de 3 000 francs. Ouais. Donc on est vraiment sur et la Royal Oak fête son anniversaire. On est sur l'acier en tant que matériau noble. Comme au début, c'était une révolution finalement de Mhm. penser comme ça avec certaines marques qui sont en rupture de stock sur leurs modèles en acier, mais où les modèles en or sont disponibles. Ouais. L'acier prend un autre statut. Ouais. Euh, voilà, et après, chaque marque va s'essayer à l'exercice. Et c'est ça qui est toujours incroyable en horlogerie, c'est de se dire, on travaille sur des diamètres tellement petits, puis comment amener quelque chose De de nouveau. nouveau qui soit quand Mhm. même un peu distinct de. Alors certains diront évidemment elle est très proche de la Nautilus ou très proche de la Royal Oak ou très proche de. Évidemment on est sur un exercice de comment dire de miniature. Ouais. De réinterprétation alors plus ou moins légitime selon les marques et puis où chacun essaye d'apporter quelque chose. Et Euh, cette montre, elle est à combien elle est à combien elle est à moins de 3 000 francs, cette montre, ou Non, pas? non, 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 elle est un non. peu plus Elle est quand même. au-delà de 3 000 francs. Je sais pas si j'ai le prix en tête là, mais elle est en dessous de 3 000 francs. Non, c'est sûr que Spic Marin, c'est une marque qui est quand même je dirais au-delà des 10 000. Euh, maintenant, maintenant, les marques, je pense, les marques se posent la question aujourd'hui du positionnement prix. Ah bah oui, on le Parce que voit. Ouais. on voit qu'effectivement, il y a des modèles qui sont vendus à un certain prix puis qui explosent sur le marché secondaire. Ouais, c'est Donc ça. forcément, on se dit, est-ce que on s'adapte à cette cote-là Bien finalement? sûr. Ouais. Est-ce qu'on reste sur un prix catalogue? Mm, Donc je crois que c'est la question du pricing aujourd'hui. Elle mm. est voilà, c'est un peu de l'art parfois. Ouais, ouais, j'imagine. Et moi, j'ai une question de Benoît qui pose la question, que pensez-vous de l'expérience de Thomas Baillot?
La Oui, fameuse affluent oui. d'or. Alors, c'est aussi une, ouais, c'est une Oui. expérience que c'est une expérience que je suis de près. Mhm. Je pense que ça, voilà, ça fait partie avec le digital de cet exercice de transparence, de repenser au modèle d'affaires, hein, Mhm. finalement, Mhm. avec des modèles qui sont bien meilleurs marché sans les intermédiaires habituels. Ça. Mhm. Donc, est-ce que ça va... Donc, moi, je pense que tant que l'horlogerie attire des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs qui ont des nouvelles idées, elle sera saine. Ouais, Ce qui me ferait peur, ce serait il y aurait plus de remise en question, il y aurait bien plus, sûr. voilà, que serait mou. Maintenant, je pense que voilà, on n'achète pas effectivement une Patek Philippe ou une Bayo pour les mêmes raisons, Mhm. mais l'exercice de déconstruction, pour moi, c'est aujourd'hui, autant dans les années 90, 2000, il y a eu un exercice de déconstruction de l'horlogerie classique. Et je pense que le meilleur symbole, c'est peut-être Richard Mille qui est arrivé avec les nouveaux designs. Donc, on a réinventé la montre en tant qu'objet. Aujourd'hui, peut-être, on est entré dans un exercice de réinvention des modèles d'affaires Mhm. avec le direct to consumer, avec parler à sa communauté. Donc, je pense que ça en fait partie, au même titre qu'il y a Kickstarter, Mhm. qu'il y a d'autres expérimentations. C'est Euh, ça, ouais, beaucoup de nouvelles. Serge, je vais te demander de départager ton écran. Alors, il y a plein de questions qui arrivent, malheureusement. Il est 12h43 et comme on est des petits horlogers et qu'on est précis, je vais malheureusement conclure. Je vais peut-être prendre une dernière question, puis peut-être si tu peux répondre rapidement, Serge. Il y a la question de Ribeiro qui dit, avez-vous une visibilité sur les prochaines nouveautés Oris? alors oui, de ce que je peux dire, disons, c'est que bon, Ori s'est positionné. Bah, c'est une marque intéressante hein, parce que c'est une marque justement qui joue qui s'adresse aux classes moyennes, on va dire, qui n'est pas qui a aussi une forte légitimité historique, mais qui s'adresse vraiment aux classes moyennes, qui est basée en Suisse alémanique. Donc, il y a aussi une sensibilité un petit peu différente, qui n'est pas au cœur de l'écosystème. Maintenant, j'irais leur angle à eux, autant Bulgarie, c'était l'ultra fin. Eux, c'est la durabilité, sustainability. Je pense qu'on va avoir des choses de ce côté-là. Et puis sur le côté aussi assez épuré, assez chic, mais assez minimaliste en même temps. Ils ont fait des choses, je trouve que ils ont fait une grande nouveauté cette année pour eux. En termes de prix, autant d'autres sont descendus, autant eux, ils ont sorti une montre à plus de 20 000 francs, qui était une montre à texture très particulière, inspirée d'un film d'animation chinois des années 50. Voilà, donc Il je faut vous inviterai partir. à aller la regarder aussi, une montre magnifique dans ses Ouais. textures et qui les positionne ailleurs. Mais je pense que il faut voir toutes leurs nouveautés sous l'angle de la durabilité. Ok. Bah, Serge, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ces nouveautés. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en tout cas, et je me réjouis de voir tout ça. Je serai aussi présent sur les salons, donc j'espère te voir peut-être. Donc voilà, on vous fera suivre plein de choses aussi de notre côté, avec un axe peut-être un peu plus, je dirais, humain, en faisant intervenir des personnes comme on le fait aujourd'hui avec Serge. Moi, je tenais à te remercier, Serge, pour cette histoire, pour ce que tu fais depuis déjà des années. Je vous invite vraiment à suivre son magazine qui est magnifique. Moi, je trouve génial parce qu'en plus, on sent qu'il y a une vraie volonté de Repastar de s'ouvrir à plein de choses, à plein de communautés, et puis à comprendre que voilà, que tout est connecté et je trouve ça génial. Donc, merci beaucoup Merci pour à toi, ton merci à ouverture toi. d'esprit cette passionnante conversation. Moi, je vous invite à nous suivre. On aura je peux vous le dire, hein, il n'y a rien de secret pour le moment, mais on aura une rencontre incroyable puisqu'on va faire un live avec François-Henri Benamias et Jean-Claude Biver. Donc, on va les laisser parler, discuter sur des thématiques. Donc, ça sera en mai, voilà, début mai. Donc, suivez-nous. Je pense que ça va être épique. Et puis, moi, je vous remercie toujours. Et puis, je vous invite à nous suivre, nous, sur les réseaux. Et on se tient au courant de toute façon. Donc, à très vite. Et puis, bon appétit. Au revoir tout Merci. le monde. Bye bye.